Bonjour. Nous avons abordé dernièrement la valeur Shin, qui est la valeur qui couvre disons, les savoir-être. Mais aujourd'hui, on va continuer avec les deux autres valeurs qui sont liées à ça, c'est-à-dire Shin ne vient jamais sans Gi et Tai. C'est les valeurs qui définissent évidemment la ceinture noire, comme tout le monde sait. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Martial Manvo, qui va parler d'arts martiaux traditionnels du Japon, judo bien sûr, mais aussi d'aïkido, de jujutsu, de kobudo, bref, tout ce qui est japonais. On ne s'attaquera pas, on ne couvrira pas les arts martiaux chinois. On va aussi parler des valeurs du budo, évidemment, mais on va parler de pédagogie de professeur, compte tenu que j'ai formé près de 200 ceintures noires et que j'aimerais partager avec vous mes vues sur ce sujet. N'oubliez pas, si vous aimez ça, d'activer la clochette pour recevoir les notifications et de nous donner un pouce en l'air si vous avez aimé les vidéos. On va revenir maintenant à nos valeurs. Ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est la valeur Gi et Tai. On commence avec Gi. Gi, c'est la compétence qui a été acquise par le travail, la pratique. Ça, c'est du savoir-faire. On réfère souvent à ça sur le vocable, c'est la notion technique. La notion technique, ok, c'est beau, mais encore, c'est quoi la notion technique? Mais c'est la technique parfaite, qui est faite au bon moment, avec le bon déplacement. Gi, c'est d'avoir du panache. Les mouvements sont propres, sont dénués de gestes inutiles. Gi, c'est aussi un kumikata qui est bien adapté à la situation, qui va neutraliser le partenaire en prenant aucune énergie de notre part. Aucune énergie de notre part. Gi, c'est aussi le Tai Sabaki en esquive. Gi, est en mesure de travailler dans toutes les directions, est en mesure de changer de rythme. Les enchaînements, les feintes sont toujours logiques, naturels. Les contre-attaques, quant à elles, se font sans blocage, mais en utilisant le momentum de l'autre pour bien les projeter. C'est pas juste du tachiwaza. En newaza, c'est être en mesure de répondre adéquatement aux situations. Aussi bien en position inférieure qu'en position supérieure, lorsqu'on est en tortue ou est-ce qu'on est pris dans les jambes, ça n'a pas d'importance. Il faut être capable d'utiliser le meilleur de son énergie, utiliser ses déplacements au sol, son bon positionnement corporel, positionnement corporel qui est solide. Il faut être très très fluide. Le tout évidemment avec un maximum d'efficacité et un minimum d'effort. Donc, Gi, en gros, c'est l'application concrète de Serryoku Zanyo, la meilleure utilisation de l'énergie. Évidemment, il y a des étapes. Il y a des étapes à ça. Le premier niveau, ça pourrait être la maîtrise de chaque technique en premier en position statique. Pour arriver à ce stade, il faut avoir intégré l'ensemble des gestes nécessaires pour réussir la dite technique. Ça sous-entend la direction du déséquilibre qui est faite avec acuité, dans la bonne direction, acuité de la posture corporelle, une bonne synchronisation des gestes qui sont nécessaires à une exécution qui est fluide. Par la suite, un peu plus tard, par exemple, en tachiwaza, il faut essayer de travailler dans toutes les techniques en déplacement, en demeurant le plus longtemps possible en position Shizentai, qui est la posture qui nécessite le moins de dépenses d'énergie et qui canaliser notre énergie au bon endroit puis au bon moment. Ça, c'est la doctrine même du judo, c'est la doctrine même de Kano. Avoir une technique correcte, le judoka doit être en mesure d'exécuter tous les mouvements dans différents déplacements latéraux, en cercle, changement de rythme. Puis, lorsque ça s'est atteint, la prochaine étape, ça va être de travailler, de faire le travail qu'on faisait en Aiyotu, c'est-à-dire droite-droite, ou les gardes similaires, puis le faire en Kenkayotsu, c'est-à-dire en garde inversée. Ça, c'est juste les techniques pures, c'est juste les mouvements purs. Puis à ça, on va s'ajouter les tactiques et les stratégies de combat qui sont finalement partie intégrante de la valeur Gi. Gi, c'est un combat qui est mené avec intelligence. Ça, ça veut dire que ça répond adéquatement aux problèmes qui sont soulevés par les attaques de l'autre. Le ressenti d'un trou dans sa défensive, une analyse rapide, ponctuelle, puis l'actualisation instantanée de la bonne réponse. Évidemment, cette réponse-là, il faut que ce soit une réponse qui est logique à la lecture de la situation de combat. Gi, c'est aussi un temps de réaction adéquat qui, lui, va anticiper l'attaque adverse, sen no sen. Et lorsqu'on aura atteint un certain niveau,
À la valeur Gui va s'ajouter Junori, c'est l'adaptation. En effet, il faut s'adapter continuellement. Il faut s'adapter au gabarit de l'autre, du partenaire. Il est plus lourd que moi ou l'inverse. S'adapter à son niveau de compétence. Si c'est une ceinture jaune puis moi je suis ceinture noire, en randonnée, il faut que les deux bénéficient de cet exercice-là qui ne doit pas être à sens unique. On ne pourra pas, par exemple, attaquer un mouvement qui pourrait le blesser ou qui va paraître dangereux à ses yeux parce que ça va provoquer des réactions de blocage aussi bien physique que mental. Et ça, le travail va se compliquer considérablement. C'est s'adapter à ça aussi, c'est être capable de s'adapter à son niveau. À ce moment-là, ça va être le temps ou jamais d'adapter, de faire les techniques les plus difficiles à réaliser, celles avec qui on a le plus de misère. En Newaza, la progression de la valeur Gui, ça se manifeste aussi par le niveau d'apprentissage. Le premier niveau étant l'apprentissage de l'ensemble des techniques, qui, a priori, ça semble plus facile que les techniques debout, mais c'est pas si simple que ça. Il faut apprendre l'ensemble des immobilisations, les clés, les étranglements. Dans le fond, ça, c'est des pièces d'un jeu d'échecs, puis le fait de connaître tous les mouvements, toutes les immobilisations, ça fait pas vraiment de vous un bon technicien au sol. C'est des stratégies, c'est comment on amène les mobilisations. C'est encore une fois l'application intégrale de ce Ryoku Zanyo qui doit primer. Parce que c'est très très différent. Si vous avez eu le loisir de combattre avec un lutteur de style olympique, les gréco-romains par exemple, on note que la façon de combattre est complètement différente de celle du judo. C'est complètement différent. Puis ça va bien au-delà d'une interprétation des règlements de compétition. Quand on immobilise quelqu'un, le plus important, c'est le positionnement corporel, avoir un bon positionnement au-dessus du corps. Okay? À ça, on va s'ajouter le poids corporel, puis finalement, l'application de la force. Puis si on applique la force, ce n'est pas de façon continue, mais de façon ponctuelle, juste quand j'en ai besoin. J'ai beaucoup travaillé au sol avec plusieurs maîtres, mais j'ai eu le plaisir de combattre avec Maître Awazu lors d'un stage quand il... Puis ça, je peux vous dire une affaire, quand il nous immobilisait, on ressentait deux types de sensations. Le premier, c'était d'être immobilisé sans qu'on sache pourquoi. Comment ça se fait qu'on n'était pas capable de sortir? C'était impossible. Pourtant, il ne pesait pas sur nous autres, il y avait très très peu de contact. Et le peu de contact qu'il y avait, là, c'était extrêmement, extrêmement solide. Toute évasion, ça nous semblait impossible. Mais le second sentiment, c'est quand le maître ajoutait tout son poids. Ce monsieur-là, il pesait peut-être 70-80 kilos quand je me suis battu avec. C'est pas très très lourd. Mais ces 75 kilos-là nous paraissaient des tonnes. J'ai eu exactement la même sensation, mais beaucoup plus de fois, avec Maître Nakamura ici au Québec, qui est un dieu au sol, qui est un génie au sol. C'est identique comme feeling. Puis ceux qui le connaissent, quelqu'un qui est exceptionnel au sol, à mon point de vue, à moi, c'est Roger Tremblay, qui, malgré ses 70 ans puis ses 60 kilos, c'est une bête au sol. Lui, il sait exactement, c'est ça le Gui au sol. Bien sûr, par la suite, le nombre de renversements puis de retournements d'amener au sol va définir le niveau du pratiquant. Mais à la seule condition que ces connaissances-là soient utilisées de façon intelligente, en temps opportun. Vous remarquerez aussi que les excellents techniciens sont aussi les meilleurs shooters, les meilleurs rookies pour les uchikomi, les meilleurs partenaires pour les randori. En gros, les meilleurs judokas. Ce phénomène-là, il s'explique notamment par l'abandon de toute peur ou de toute réticence. Vous savez, le Hosoto-gari d'un maître, là, c'est extrêmement différent de celui d'un shodan, par exemple. La sensation qu'on ressent, c'est tout est à la bonne place, au bon moment, c'est net, c'est précis, c'est sec. On va maintenant parler de la valeur taille, la valeur physique. Je le répète souvent, un 10e dan n'est pas champion du monde et un champion du monde n'est pas 10e dan. À ce propos, j'ai appris aujourd'hui le décès de Maître Osawa, c'est le dernier des 10e dan qui était vivant, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques années. Revenons aux tailles. Taille, ça concerne le physique. C'est le dépassement de soi. C'est aller au bout de ses limites. Puis c'est bien sûr que ces limites-là vont varier en fonction de l'âge. Mais dites-vous bien une chose, par exemple, c'est qu'il est normal qu'un compétiteur s'entraîne très très fort pour arriver à ses objectifs.
Mais la période de préparation physique, dans la période jeune ceinture noire, exige d'aller au bout de ses limites. Et la science moderne, va nous articuler de façon concrète le chemin à parcourir. Puis ça va permettre à l'athlète de performer à son top niveau. Parce que un athlète qui s'entraîne à très haut niveau, c'est pas tout à fait ça le taille. Parce que le but, c'est de s'améliorer pour une compétition ou pour une saison. Et ces efforts-là vont devenir une partie intégrante du taille uniquement lorsque le dépassement de soi, ça va devenir quotidien, même s'il n'y a pas surtout s'il n'y a pas de récompense au bout. Uniquement la volonté d'aller plus loin. Mais la valeur taille pour les adultes de 50 ans et plus, là, on gère ça comment? Puis surtout, dans quel but on va le faire? Bon, on sait, les gens pratiquent pour se garder physiquement en santé. Ça, c'est correct, ça, c'est beau, là. Mais au-delà de cette motivation-là, qui est la motivation première, la valeur taille est de maintenir le cap physiquement jusqu'à aller au bout de ses capacités dans le seul but de se surpasser, sans espoir d'un gain quelconque, que ce soit une ceinture, un titre, aller jusqu'au bout sans arrière-pensée. Et ça, il faut que ça se fasse de façon désintéressée, sans tricher, sans faux fuyant. Puis, le résultat de cet entraînement-là, ça va forger un mental de fer qui va contribuer au développement du Shin dont on a parlé précédemment. Donc, pour résumer, dès les premiers pas, la valeur taille est déjà entamée par l'entraînement. C'est pas toujours facile, les chutes. Puis sur le plan du combat, c'est difficile sur le plan du cardio. Ensuite, la valeur Gi va nous permettre de constater les premiers progrès. On va éliminer les gestes inutiles. On commence à maîtriser les déplacements. Finalement, la valeur Shin, le savoir-être, vont nous faire apprécier les savoir-être essentiels qui vont devenir au fil du temps une manière de vivre dans la vie. Eh bien, mes amis, c'est ça qui complète notre tour d'horizon sur le Shin Gi Tai. Comme je le disais précédemment, si vous avez aimé, donnez-nous un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour les notifications. Partagez ces vidéos-là avec vos amis, avec vos profs. C'est fait pour ça, c'est fait pour être vu. Faites attention à vous, mais surtout allez pratiquer au dojo 1 ou 2 ou 3 fois par semaine. Et moi, je vous dis à la prochaine.